pourquoi, qu'est-ce qu'on fait quand on est une génération affrontée à la question, que vous comprenez pourquoi, quand on parle de questions écologiques, ça n'a aucun sens, c'est plus des questions écologiques. Quand on parle d'environnement, ça n'est pas des questions d'environnement, c'est des questions de survie, c'est des questions existentielles, c'est des questions de civilisation. Donc, je ne parle pas d'environnement, je pense que le mot écologie, même à part d'écologie scientifique, il n'y a pas eu vraiment de raison de l'utiliser. On est dans une situation de problème colossal dont j'ai parlé, mais aussi, évidemment, de désaccord. Et c'est la question qui vous est présentée, c'est pour ça qu'on vous introduit à Sciences Po par l'exercice de cartographie de controverse, c'est-à-dire comment on va se débrouiller, nous les petits jeunes qui arrivons, dans une situation qui est non pas une situation qui serait au fond simple. Les scientifiques nous disent qu'on doit se mettre au boulot, allons-y les gars. Si c'était ça la situation, on serait à peu près dans la même situation que vos prédécesseurs, disons, à la fin de la guerre de 40, c'est-à-dire dans une situation de reconstruction. Ça serait la situation simple. Grand moment de progrès, etc., qui est aussi d'ailleurs le grand moment de l'accélération dont je parlais tout à l'heure. Pourquoi ? Eh bien, j'ai fait un petit montage assez simple. Il ne s'agit pas du tout de la fin du monde ou de l'apocalypse. Il s'agit d'un déclin graduel de la société, alors plus ou moins rapide, ça s'est discuté dans le livre. Mais on va pas tous mourir, pardon, j'ai coupé trop tôt. Ah ben c'est une bonne nouvelle quand même. Le problème, c'est que soit on affronte ce diagnostic rude, et on essaye de le poser comme un problème politique dont on doit parler collectivement et dont on doit délibérer. Dans ce cas-là, il faut se confronter un peu à ce diagnostic, aussi rude soit-il. Soit, effectivement, on le met sous la table, on n'en parle pas, on en reste à des discours relativement rassurants, du développement durable et que tout ira bien. Du principe d'innovation plus que du principe de précaution. Le parti du gaz de schiste, le parti des OGM, le parti des biotech. J'ai cette intime conviction. Alors, mes chers amis, je crois que c'est parce que nous aurons fait le bon constat du monde dans lequel nous vivons que nous pourrons apporter les bonnes solutions. What we do or don't do right now will affect my entire life and the lives of my children and grandchildren. L'écologie ou la nature, ça n'unifie pas. C'est devenu l'organisateur, le répartiteur, la pierre de touche de toutes les positions politiques. Il n'y a pas un parti écologique, vous savez bien, il y a aussi un parti écologiste, mais il est assez petit, comme vous savez. Là, je parle de la question de la révolution de la Terre sous nos pieds organise la totalité des positions politiques, même de ceux qui disent « nous, on ne s'intéresse pas du tout à l'écologie », et comme vous l'avez entendu, cette phrase est assez belle, ça dépend du diagnostic qu'on fait sur le monde dans lequel on est. Le problème, c'est qu'on n'est pas du tout d'accord sur le diagnostic, et on n'est pas d'accord sur le monde dans lequel on est. Il y a un désaccord planétaire, il y a un désaccord sur la définition de la planète. C'est pour ça que j'ai montré l'image tout à fait intéressante et significative de l'absence de Trump dans la chaise vide à Biarritz. Qu'est-ce que font les médias, les journalistes, les scientifiques? Eh bien, on a un exemple absolument bouleversant ici, qui est la première du monde, il y a quelques années. J'utilise beaucoup de monde, j'ai aucune action dans le monde. Je l'achète depuis que j'ai 17 ans, mais c'est tout. Il sera bientôt trop tard. Je n'ai pas exagéré la taille des polices. J'ai vérifié auprès des journalistes du monde. C'est la police qu'on utilise en cas de guerre mondiale. C'est-à-dire, si vous avez une bombe qui tombe sur New York, ou bien si la France déclare une guerre à la Chine ou je ne sais quoi, on a ce genre de titre. Sauf que le lendemain, on parlait de Trump, on parlait, pardon, j'ai utilisé son nom, de M. Macron, etc., etc. C'est-à-dire que dès le lendemain, cet énorme titre qui est supposé « demain il sera trop tard, qu'est-ce que je fais ?» était suivi d'un silence, mais paisible, comme les vacances charmantes que vous avez dû passer, surtout après avoir appris que vous étiez pris à Sciences Po. Donc, le problème qu'il va falloir affronter, et ça c'est vraiment un problème complètement typique de votre génération, c'est simultanément de lire dans le journal des titres de cette taille, j'en ai un autre aussi qui est plus dans votre sujet, quelques jours après, et on est bombardé de ce genre de titres. Une hausse de plus de 1,5% va dévaster la biodiversité, donc vous encaissez toutes ces nouvelles, et vous vous dites, donc on est dans une situation de guerre mondiale, donc on est vraiment dans une situation dans laquelle tout le monde va se mettre à bouger. Mais non,
Pas du tout. On est très tranquille. Et la situation est simultanément une situation de guerre dont on nous dit qu'elle est totale, quand on nous dit demain il sera trop tard avec des énormes polices. Police est un terme pour définir la taille des caractères, bien sûr. Et vous vous dites donc on est en situation d'action maximale, et en fait, non, on est dans une situation qui ressemble. Vous allez évidemment refaire toute l'histoire de France, donc je peux me permettre de vous parler de quelque chose qui est infiniment éloigné de vous, c'est-à-dire la guerre de 40. Ce qu'on appelait drôle de guerre, c'est-à-dire avant mai 40, ce moment très étonnant dans lequel la France était supposée être en guerre contre l'Allemagne. Oui, je vous rappelle, la guerre de 40, l'Allemagne, la France, tout ça, c'est quand même, vous connaissez. Et ce moment de suspens, vous voyez, ils jouent aux cartes. Cette espèce, c'est exactement la situation dans laquelle on vous dit simultanément des nouvelles qui reviennent constamment. C'est une guerre totale, demain il sera trop tard, la question de la civilisation, on ne va peut-être pas tous mourir, mais comme vous le savez, vous avez dû lire peut-être le livre de Séverine sur ce qu'on appelle maintenant la collapsologie. Et simultanément, finalement, c'est une situation plutôt, en tout cas dans les pays développés, riches et développés, plutôt pacifique. Avec des gens qui disent, au fond, on est dans une, comme Pinker, on est dans une situation extrêmement pacifique. Comment fait-on pour absorber cette situation aussi contradictoire? Encore une fois, c'est un problème vraiment qui ne se posait pas avant. Alors, il y a deux, évidemment, je pourrais développer beaucoup, mais pour finir mon introduction à la discussion, deux sujets qui sont centraux dans cette école qui s'appelle, je le rappelle, sciences politiques. Le premier, comment arriver à comprendre la complexité, sans en avoir peur, des travaux des scientifiques, puisque cette révolution, comme c'est la première révolution, a été introduite par Galilée et ses collègues, la deuxième révolution s'est évidemment introduite par les scientifiques. Personne, sans l'establishment scientifique, sans les institutions scientifiques, sans les climatologues, etc., ne se serait aperçu de la question qu'on résume sous le nom de climate change. On aurait dit il fait chaud en 2019, il fait chaud, et tiens, c'est bizarre, il faisait chaud aussi en 2018, mais on n'en aurait aucun moyen de constater, de construire des faits assurés sur cette affaire. Il faut nécessairement se fier aux institutions scientifiques. Or, il se trouve que ces sciences du climat sont des sciences extrêmement complexes, comme toutes les sciences, mais en plus que les autres sciences, parce que ce sont des sciences de puzzle. Ce ne sont pas les sciences auxquelles on était habitué et que vous avez appris en physique ou en mathématiques. Ce ne sont pas des sciences de démonstration. Elles utilisent massivement la physique et les mathématiques, mais ce sont des sciences où des milliers d'observations différentes venant de toutes, j'ai essayé de résumer là dans ce petit schéma, des satellites, des bouées dérivantes, des bateaux, des cernes d'arbres, etc., accumulés, transformés, modélisés, etc., permettent de construire de bloc en bloc, pour des dizaines de milliers de chercheurs, finalement, des résultats robustes et assurés. Probablement, d'ailleurs, c'est assez amusant qu'en histoire des sciences, il y a peu de faits plus robustes et plus assurés que la question du lien entre le réchauffement climatique et la quantité de CO2. Il y a encore des gens, je suppose, dans cette salle, qui disent « oui, mais non, on n'est pas trop sûr ». Alors qu'en fait, évidemment, ce n'est pas des sciences de démonstration, ce n'est pas les sciences, le type de démonstration que Galilée aurait facilement compris, mais ce sont des sciences de puzzle. Puzzle, c'est tout à fait solide, il peut manquer 2 ou 3 pièces, il n'empêche que c'est solide. Mais ce n'est pas le même esprit scientifique. C'est pas, la science, il y a des milliers de sciences différentes, et chacune a son régime, en quelque sorte, de preuve, et sa capacité différente à assurer la conviction. Le problème, c'est que ces sciences, qui sont des sciences, disons, naturelles, ne sont pas des sciences, elles sont appuyées sur la physique et la chimie, mais ce sont des sciences naturelles, ce qu'on appelait l'histoire naturelle au XIXe siècle, apportent des résultats, construit cette machine tout à fait extraordinaire, à la fois administrative et scientifique, cet hybride étonnant qui est le GIEC, dont vous avez dû évidemment entendre parler, et est soumise dans l'espace public à une entreprise tout à fait passionnante pour vous, et en particulier pour le sujet des controverses que vous avez à traiter, qui est la corruption, finalement, de l'espace public. Alors, c'est un sujet sur lequel je pourrais disserter pendant longtemps, c'est un très important sujet qu'on appelle, disons, la question du climato-scepticisme, mais une étude, et je ne peux pas ne pas citer que c'est une étude du Media Lab de Sciences Po, Media Lab que j'ai créé il y a quelques années, me paraît tout à fait intéressante, il faut qu'on la regarde un peu en détail.
le résultat tout à fait stupéfiant, c'est que si vous publiez, je ne vois pas comment on fait, oui. Si là, vous avez en bleu, à gauche en haut, les gens qui publient sur ces questions. Et vous avez en rouge, disons, qui publient sur ces questions et qui sont eux-mêmes cités. La citation se trouve à droite, là-haut. Donc, disons, les chercheurs spécialistes de la question. Et puis, vous avez des dissidents, qui s'appellent sceptiques, même si le mot sceptique est disputé, qui, eux aussi, disent « mais nous, on a publié dans des revues et on pense que cette affaire de réchauffement climatique est une illusion ». Exactement le genre de sujet sur lequel vous allez avoir à vous pencher dès qu'on prend la question des abeilles, dès qu'on prend la question de la perte de biodiversité, etc. Mais le résultat, donc l'étude est très passionnante, c'est-à-dire qu'ils ont pris un nombre égal de scientifiques. Scientifiques, ça veut dire des gens qui publient dans des revues et dont les articles sont évalués, et ensuite ces articles sont cités par d'autres scientifiques. C'est le chemin pour produire des faits robustes, certifiés et partagés, et des négateurs de la question du climat qui, eux, publient, comme vous le voyez là en haut, un peu, mais qui sont assez peu cités. Qu'est-ce qui se passe quand vous passez de l'arène scientifique à l'arène des médias? Stupéfiant, vraiment stupéfiant, parce que quand vous êtes, si vous regardez le schéma en bas à gauche, moins vous en savez sur la question du climat, plus vous publiez et plus vous êtes cité dans les médias Internet. Les médias, disons, pas les grands médias. Vous allez me dire, heureusement, il y a les grands médias comme Le Monde, dont j'ai fait l'éloge plusieurs fois. Ben, ne tirez pas de conclusions hâtives, parce qu'à droite, en bas, au mieux, si ce sont des médias sérieux, le New York Times, Le Monde, Le Guardian, etc., vous avez simplement égalité. Réfléchissez, chers amis, chers enfants, j'allais dire encore une fois, réfléchissez à ce que ça pose pour quelqu'un qui entre à Sciences Po. Vous êtes obligé de vous rentrer dans les faits scientifiques, c'est ce que vous allez faire si vous travaillez un peu sur la question de la biodiversité, et en même temps, vous allez devoir affronter la question suivante. Si je prends au sérieux les questions scientifiques, il est hors de question de laisser la parole dans les revues qui sont des revues grand public ou dans les médias à des gens qui n'ont pas l'autorité scientifique correspondante. Mais la situation dans laquelle vous allez vous trouver n'est pas celle-là. La situation dans laquelle vous allez trouver, c'est des gens qui vont dire « Ah oui, mais à partir du moment où vous dites que le CO2 produit le réchauffement climatique, il faut quand même que j'invite quelqu'un qui dise le contraire. » Que ce quelqu'un qui dise le contraire n'ait aucune compétence dans la question ne doit pas jouer pour les médias, et même pour les médias grand public, puisqu'ils égalisent en quelque sorte les positions. Alors que si vous regardez la production scientifique, et je rappelle que sur une question comme celle-là, il n'y a que les scientifiques qui ont des idées précises, ni moi, ni vous, à moins que vous soyez climatologue, n'a d'idées bien précises et ne peut soi-même aller tester, disons, ou vérifier ou contre-vérifier les énoncés, eh bien, l'autorité devrait, le travail des médias devrait au contraire d'inverser le rapport entre les deux barres que vous voyez en bas et dire, sur cette question, en gros, les faits sont assurés, ça n'est plus un sujet de dispute, ce qui est à peu près le cas dans la communauté scientifique. Mais si vous avez compris la première partie de mon exposé, vous comprenez bien que sur des sujets qui sont des sujets existentiels, c'est-à-dire des sujets qui parlent de l'ensemble des productions et du développement et de la question économique, c'est évident que personne ne peut être d'accord. Vous ne pouvez pas produire, imaginer que, je ne sais pas, pour prendre un exemple, les frères Koch, qui sont des grands capitalistes américains qui ont investi massivement dans le charbon et dans la dénégation du climat, non pas exactement à égalité, mais quasi, vous ne pouvez pas imaginer que des gens qui possèdent des intérêts immenses dans l'industrie du charbon vont dire « Ah oui, vous avez raison, monsieur Jouzel, pour prendre un grand scientifique français, et vos données sont forcément exactes. » Il va faire tout ce qu'il peut, évidemment, pour corrompre l'espace public, enfin, je ne sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser, et pour faire, et ils réussissent apparemment très bien, c'est la grande qualité de cette étude, je rappelle cette étude à moins d'un mois, elle est publiée depuis moins d'un mois, c'est-à-dire essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'espace médiatique. Et donc, la solution que nous essayons d'avancer dans cette maison,
c'est d'essayer de dire, eh bien, on va essayer, non pas de nier qu'il y a controverse, ça ne sert à rien d'aller dire, mais les scientifiques ont raison, pourquoi est-ce que vous continuez à discuter? Ce n'est pas le problème, les scientifiques ont aussi des intérêts, ils sont aussi dans la politique jusqu'au cou, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent est faux. Ça veut dire qu'il faut que nous nous habituions collectivement, en tant que société, à aller vérifier les énoncés qui sont prononcés. Ce qui peut paraître étonnant, ça ne paraît pas très extraordinaire, et pourtant, c'est devenu, dans l'espace scientifico-médiatique que nous connaissons, une extrême difficulté. Voilà, c'est très simple, ça s'appelle mise en bulle. Vous êtes tous amateurs de BD. Ce qui est interdit, mesdames et messieurs, quand vous entrez à Sciences Po, c'est de ne pas mettre en bulle les énoncés. Vous avez le droit de buller, par contre, mais vous n'avez pas le droit de ne pas mettre en bulle les énoncés. Les énoncés comme cette phrase « le réchauffement global est d'origine humaine », elle n'est pas mise en bulle, elle n'est pas entre parenthèses. C'est-à-dire que ce sont des énoncés, ce que j'appelle des énoncés flottants. C'est 98% de la production médiatique, c'est Twitter, etc. C'est des mots. Ils flottent. Et évidemment, ce n'est pas du tout comme ça qu'on voudrait. On voudrait que vous les mettiez dans une bulle. C'est-à-dire que vous commenciez à faire la distinction, ce que vous faites si vous êtes journaliste, ce que vous faites si vous êtes scientifique, ce que vous faites si vous êtes simplement intéressé par le débat, ce que vous êtes obligé de faire si vous êtes à Sciences Po, c'est de le situer dans une interlocution. C'est quelqu'un qui dit, pour des raisons particulières, le réchauffement global est d'origine humaine, et qui le dit à quelqu'un qui est apparemment un tout petit peu plus assuré, ou qui connaît un tout petit peu la littérature scientifique, qui a été la regarder. Des preuves de plus en plus nombreuses permettent de prendre pour une quasi-certitude l'origine humaine. Vous voyez déjà qu'il y a une petite tension entre les deux. Et une troisième, qui sont des gens qui accusent les autres de nier, si vous voulez, qui accusent les climato-sceptiques et qui disent des chercheurs stipendiés doutent encore qu'il y ait une origine humaine au réchauffement climatique. C'est à peu près l'énoncé que je vous ai dit tout à l'heure sur les frères, c'est plutôt la position que je prendrais. Et d'autres qui disent, des chercheurs intéressés, ça peut être négatif ou positif, prétendent que le réchauffement est d'origine humaine. On tombe immédiatement, quel que soit l'énoncé que vous allez prendre, en particulier sur le sujet extrêmement complexe de la biodiversité, sur une situation d'interlocution. La nature divise. Les questions écologiques divisent. Les questions scientifiques divisent d'abord les scientifiques et ensuite les autres. Cette situation d'interlocution, cette situation de conflit, de controverse, elle est positive. Elle remplace les énoncés flottants. Elle remplace l'affirmation absolutiste, disons, de positions sans discussion. Donc dès que vous avez quelque chose comme un énoncé flottant, il faut évidemment l'abandonner. La question, c'est recharger, situer, matérialiser les énoncés pour qu'on sache d'où ils sortent. Alors, je ne suis pas très bon en dessin, mais j'ai fait le résumé de ce qu'il faut faire pendant les 5 ans. Disons. Prenez un énoncé flottant, vous le mettez en bulle, vous lui attribuez un locuteur, vous lui trouvez des interlocuteurs, vous localisez leur interlocution dans le temps et dans l'espace, vous repérez les instruments et documents sur lesquels ils s'appuient, et j'avais plus de place en bas, et l'argent qui est dépensé dans les deux sens, parce que malheureusement, l'espace public est un espace hautement conflictuel et très largement corrompu. Vous voyez, c'est assez facile d'être à Sciences Po, finalement. La seule question, c'est que c'est parfois compliqué d'aller chercher qui dit quoi. C'est compliqué de chercher qui dit quoi, pourquoi. C'est compliqué d'aller chercher sur quel instrument quelqu'un se base pour affirmer quelque chose. C'est compliqué d'aller chercher la situation matérielle des différents interlocuteurs. Et pourtant, il n'y a pas d'échappatoire. Si on ne sort pas, si on ne rentre pas dans cet espace des controverses, la question même de l'autorité, la question même de l'assurance avec laquelle on peut dire quelque chose, s'évanouit. Mais vous n'avez plus le droit, à partir de maintenant, si je peux me permettre, d'avoir des énoncés flottants. Parce que ces énoncés, évidemment, c'est la guerre. Quand tout le monde... C'est Twitter, en gros. C'est l'équivalent, d'ailleurs, à peu près. C'est-à-dire des énoncés flottants dont on ne sait pas qui les dit et on ne sait pas à qui ils s'adressent, avec quelle preuve ou quelle contre-preuve, circulent et construisent cet espace qu'on n'ose plus appeler espace public, dans lequel qu'on associe, avec justesse, je pense, à fake news, même si j'ai une idée différente sur l'origine des fake news que c'est là.